l'émission qui vous dit tout sur notre paroisse. J'ai la joie d'accueillir sur ce plateau aujourd'hui M. Thierry Nessel. Monsieur Nessel, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. Merci. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par votre présentation. Dites-nous tout. Qui est Thierry Nessel? Merci Sandrine, merci de m'accueillir dans cette émission de la paroisse Saint-Pierre de Bordeaux. Je m'appelle Thierry Daniel Tamsir Nessel. Donc j'appartiens à la paroisse Saint-Pierre de Bordeaux. Je suis marié, mon épouse s'appelle Rose-Marie Lampassi. Je l'embrasse au passage. Mes enfants, que j'embrasse également au passage. Voilà. Je suis catholique, comme je l'ai dit, paroissien de Saint-Pierre. Sur un plan professionnel, je suis docteur vétérinaire de formation, enseignant-chercheur à l'École nationale supérieure d'agriculture ENSA de Thiès, où je suis chef du département production animale. Donc, du point de vue grade, je suis maître de conférence à Metz. Donc, sur la législation sénégalaise, je suis professeur assimilé des universités et chevalier dans l'ordre national du Lion du Sénégal. Voilà. Sur un plan ecclésial, je suis un catholique engagé parce que dès le plus jeune âge, nous avons fait des mouvements du scoutisme ici à la paroisse, ou plutôt à la 3e Dakar, on disait les scouts du Sacré-Cœur. Et même si je ne suis plus actif, je garde toujours le souvenir de ce passage au scoutisme qui nous a inculqué beaucoup de valeurs. Et je salue vraiment tous les scouts de la 3e Dakar, anciens comme présents, avec qui, en tout cas, nous avons fait un cheminement assez important. Ensuite, je suis à la CICAP Mermoz, j'appartiens à la CEB Divine Miséricorde, et mon épouse Rose-Marie est actuelle présidente de la CEB. Donc, un coucou également à tous les membres de la CEB Divine Miséricorde, qui est une CEB, somme toute, très dynamique au sein de la paroisse. Je suis également membre de la communauté Jeune Espérance depuis quelques années. J'ai occupé certains postes de responsabilité, mais on reste globalement un serviteur. Et nous sommes tous les deux membres avec mon épouse de cette communauté Jeune Espérance. Voilà. Et puis, engagé également, toujours dans l'Église, en 2021. L'archevêque m'a confié la coordination du comité d'organisation de la kermesse de l'archidiocèse. Donc pour un mandat de 3 ans, ce mandat est fini, mais on reste toujours en tout cas au service de notre Église pour tout ce qui se fait, pour en tout cas tout ce qu'on peut apporter. Belle présentation, c'est un bel exemple d'engagement au sein de l'Église. Alors, dans nos recherches, nous avons pu retrouver que vous formez les techniciens à l'élevage de porcs. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette activité? Voilà, en fait, de par ma formation et de par le travail que je fais, donc là où j'exerce mon activité professionnelle, c'est l'École nationale supérieure d'agriculture. C'est une école qui forme des ingénieurs agronomes à la base. Et au niveau du département, en tout cas que je dirige, le département production animale, les ingénieurs en fin de 4e année viennent se spécialiser pour faire des productions animales. Mais en dehors de ça, nous avons appris des groupes de jeunes éleveurs, de jeunes parfois qui ne sont même pas des éleveurs, qui veulent tout simplement acquérir des connaissances dans ce qu'on appelle les productions animales. Donc ils viennent acquérir un certain nombre de connaissances. Et parfois ce sont des jeunes qui n'ont même pas en tout cas sont à des niveaux scolaires parfois assez bas. Donc il n'empêche que nous les paramétrons par rapport à ce que, en tout cas à l'expérience que nous avons, pour leur permettre d'être de véritables techniciens d'élevage, ou même aller plus loin, être des entrepreneurs en élevage.
Donc, de par cette expérience, j'ai eu à travailler tout récemment d'ailleurs avec les moines de Komoussa, donc qui étaient en train de mettre en place leur unité de production porcine, et ils ont pu bénéficier d'un financement du Fonds STAB, du ministère de l'Élevage et des Productions Animales. Le Fonds STAB, c'est le Fonds d'appui à la stabilisation. Mais en revanche, ils devaient accueillir des jeunes, en fait, on devait en faire un centre d'incubation. Donc, ils devaient accueillir des jeunes pour les former sur la production porcine. Donc, ces jeunes ont séjourné là-bas environ 1 mois. Et c'est comme ça que moi, de manière, en tout cas, par les relations que j'ai avec le monastère de Komoussa, j'ai participé à la formation de ces jeunes, donc sur toutes les techniques de production, sur les techniques d'alimentation des animaux, mais également sur, en travaux pratiques, on faisait les castrations chirurgicales chez les porcs. Donc c'est comme ça qu'on participe en tout cas à la formation des jeunes. Et ça ne s'arrête pas seulement à la formation. Mais évidemment, je n'ai pas les outils techniques pour tout ce qui concerne la gestion, mais on s'accompagne de personnes bien précises par rapport aux outils de gestion pour qu'ils deviennent vraiment des entrepreneurs agricoles de manière générale. D'accord. Okay. Est-ce qu'aujourd'hui, encadrer ces structures ou ces jeunes dans un cœur de métier et une passion chez vous? Et si oui, quelle a été votre motivation? C'est de par mon métier, en fait. Parce que dans ce qu'on fait, on forme surtout des ingénieurs agronomes. Ils arrivent avec un niveau bac. Mais pour moi, cela constitue une élite. Parce qu'ils viennent déjà en concours. Donc ceux qui réussissent le concours, c'est environ 50 sur 1000. Donc vous voyez que déjà c'est une élite. Mais ceux-là, quel que soit du moment qu'ils sont acquis à l'ENSA, ils vont recevoir la formation requise pour en faire des ingénieurs agronomes qui puissent être directement opérationnels sur le terrain. Par contre, il y a une frange de la population, en tout cas une frange de jeunes, qui ne peuvent pas disons, être admis à l'ENSA. Donc à ce moment-là, nous on ouvre des formations qui sont ponctuelles sur des thématiques bien précises auxquelles même les ingénieurs peuvent avoir accès et ces jeunes-là peuvent avoir accès. Alors la motivation, c'est que c'est assez, parce que vous sortez un peu de votre cadre de fonctionnement habituel. Avec les ingénieurs agronomes, vous faites un cours magistral, vous parlez français. Alors qu'avec ces jeunes, vous êtes obligé de finalement laisser même le français et vous mettre au Wolof pour être à leur niveau. Mais essayez de faire passer le message technique pour qu'ils puissent, au sortir de la formation, qu'ils aient un plus. Donc la motivation, c'est vraiment ce challenge que nous avons, à voir des jeunes, avant la formation, comment ils viennent, et après, la reconnaissance qu'ils ont, parce que la formation, à la limite, n'a pas de prix. Elle a un prix, parce qu'on peut connaître le prix d'une formation, mais ce n'est pas seulement des éléments qui sont dans des documents qu'on vous partage, c'est quand même la personne vous partage toute son expérience. Et ça, c'est vraiment... Après ces jeunes-là, l'autre motivation, c'est qu'est-ce qu'ils en font après. Évidemment, sur 100 que vous avez formés, peut-être qu'il y aura un certain pourcentage de déperdition. Ceux qui sont venus simplement parce que soit on leur a payé la formation, soit c'est parce que derrière il y a un financement qu'on vous propose. Ils ont accès à ce financement et après ils ne se mettent plus dans l'activité, ils vont dans autre chose. Par contre, il y a des jeunes, et j'en connais beaucoup, pour qui la formation a apporté énormément et qui se sont mis carrément à leur compte et qui ont développé en tout cas ce qu'on va apporter. Alors aujourd'hui, on constate qu'il y a certains jeunes qui ont cette crainte de se lancer dans l'entrepreneuriat. Comment est-ce que vous les accueillerez si ces derniers manifestent un désir de se spécialiser ou en tout cas d'acquérir
les connaissances nécessaires dans ce domaine d'activité. Ici, à la paroisse, ou en tout cas avec des entités de la paroisse, on peut s'organiser. On peut organiser, voir est-ce qu'il y a des jeunes qui sont intéressés par l'activité ou même des jeunes qui sont dans l'activité. Ça peut être l'agriculture, ça peut être la production de moutons, ça peut être la production de bœuf, ça peut être la production de porc, qui sont déjà dans l'activité et souvent c'est mieux de le faire avec ceux qui sont déjà dans l'activité. Parce que tous ces différents types de production, derrière il y a un bagage technique qu'il faut qu'ils connaissent. Donc on ne peut pas le faire comme ça parce qu'on aime, il y a quelque chose de technique auquel on doit. Donc par exemple, la paroisse ou en tout cas les entités qui sont dans la paroisse, moi je peux en tout cas accompagner. L'autre chose c'est que il ne faut pas dire que les formations sont gratuites. Parce que chaque fois, quand on parle de gratuité, bon, pour certains, même, ça n'a pas de valeur. Ici, on n'aime pas ce qui est gratuit. On dit, c'est une formation payante, même s'il faut faire, parce que derrière moi, ce que j'ai, je l'ai dans mon université, c'est pas un problème. Donc, je peux continuer, je peux prendre l'engagement d'accompagner des jeunes sur des formations qui les intéressent, dans la mesure où ce n'est pas une ou deux personnes, il faut qu'on trouve que ce soit en tout cas un certain nombre, mais en tout cas au niveau de la paroisse, il y a des choses qui peuvent être faites et qu'il n'ait pas peur de s'engager, parce qu'aujourd'hui, on le voit avec les nouvelles autorités, ce qu'elles disent, mais ça, ce n'est pas seulement ce que vous donnez à la terre, c'est ce qu'elle va vous rendre. Et je vous assure que quelqu'un qui fait de l'élevage, ne serait-ce que l'affection qu'il a pour ses animaux, l'attention qu'il a pour ses animaux, les soins qu'il a pour ses animaux, nécessairement les animaux le lui retournent en termes de production. Mais quelqu'un qui s'occupe des animaux comme si c'était une contrainte, comme si c'était les animaux le lui retournent également, ou ne le lui retournent pas en termes de production. Cette production, c'est le gain de poids, c'est le lait. Parfois, c'est ce que j'ai dit aux jeunes, quand vous rentrez dans le poulailler, prenez votre téléphone, mettez un peu de musique, une musique en sourdine, ne chassez pas les poussins, prenez les abreuvoirs, parlez-leur, et vous verrez que de deux éleveurs qui ont les mêmes animaux, qui ont le même local, la même alimentation, les résultats ne sont jamais les mêmes. Donc il n'est pas peur de s'engager, mais qu'ils s'entourent de toutes les garanties techniques pour en tout cas faire leur production. Même pour ceux qui sont déjà pour les plus âgés. Par contre, ce que je veux leur dire, c'est que l'agriculture ou l'élevage ne doit pas être une activité secondaire. Beaucoup de gens ont leur travail, ils ont un champ à Thiès, ils ont une exploitation à Bambilor, et tous les dimanches, ils y vont. Donc ce sont des éleveurs ou des agriculteurs, on les appelle du dimanche. Donc ceux-là, en termes de résultats, ils n'auront pas les mêmes résultats que s'ils étaient en permanence dans leur exploitation, en permanence à s'occuper de leurs animaux, en permanence à s'occuper de leur champ. Et surtout, ça permet que les ouvriers qui travaillent avec vous aient confiance en vous et sachent que l'investissement que vous avez fait, vous avez un regard dessus. Sinon, évidemment, vous avez beaucoup de pertes. De la kermesse de Cizelle, vous l'avez mentionné dans votre présentation pendant 3 ans. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous parler de cette expérience? Quels sont les challenges que vous avez eu à rencontrer durant cette expérience? Et parlez-nous de votre responsabilité dans cette organisation. Voilà, déjà je remercie Monseigneur Benjamin Ndiaye qui m'a fait confiance et qui m'a confié la kermesse de la cathédrale, la kermesse de l'archidiocèse. Rendre hommage à tous les coordonnateurs, tous ceux qui ont eu à coordonner cette kermesse de l'archidiocèse. Et quand je suis arrivé, je travaillais déjà,
plus ou moins au sein du comité, par Jeunesse Espérance qui avait un stand. Et nous avons appuyé en tout cas l'organisation de cette kermesse. Donc c'est comme ça que voilà, l'ancienne coordonnatrice qui partait, Madame Sen, c'est à la suite de son départ que l'archevêque m'a confié l'organisation, en tout cas la coordination du comité d'organisation de la kermesse. Saluer au passage vraiment tous ceux qui ont travaillé pour le comité d'organisation, parce que c'est pas du tout facile. Nous avons exercé un mandat de 3 ans, d'autant plus que la kermesse a eu une pause. La dernière édition qui avait été organisée, c'était en 2019 et qui avait été une édition assez spéciale parce que l'accès à la kermesse avait été fermé le samedi jusqu'à 20h parce qu'il y avait des troubles au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, ce qui fait que, en termes de résultats, la kermesse n'a pas eu de résultats escomptés. Ensuite, il y a eu l'épisode Covid, donc il n'y a pas eu de kermesse en 2020 et 2021. Et quand l'archevêque nous a nommé coordonnateur pour le comité d'organisation, il fallait déjà reprendre l'activité. Nous l'avons fait en 2022, mais nous l'avons fait sous un format restreint. Donc, il n'y a pas eu d'activité foraine comme nous le faisions autour de la cathédrale. Nous avons organisé un dîner de gala, puis le dimanche, nous avons fait le déjeuner champêtre avec quelques jeux pour les enfants. Et c'est en 2022 que nous avons repris la grande organisation autour de la cathédrale. Mais là également, en termes de résultats obtenus, nous n'avons pas atteint en tout cas tous les objectifs que nous nous étions assignés. Et donc, malheureusement, en 2024, nous n'avons pas tenu une autre édition parce que nous étions dans une situation politico-sociale avec les élections qui devaient se faire, qui ne devaient pas se faire, qui était assez tendue. Donc, finalement, nous avons pris l'option de ne pas faire de kermesse, mais nous avons fait une journée de réflexion pour la kermesse parce que la kermesse a quand même beaucoup d'éditions. Et je pense qu'elle est déjà très éprouvée en termes d'innovation. Et d'autant plus que l'archevêque nous avait demandé que, en tout cas en 2023, que ce serait la dernière fois que la kermesse puisse être organisée autour des jardins de la cathédrale. Parce qu'il fallait maintenir le caractère sacré de la cathédrale. Donc il nous avait appelé à la réflexion sur la délocalisation de la kermesse. Donc ce qui fait que nous avons fait ces journées de réflexion pour inviter toutes les associations, les entités du diocèse qui ont une part dans ces kermesses de la cathédrale pour venir dire ce qu'elles pensaient, comment elles ont vu la kermesse de l'archidiocèse, comment elle a évolué et quelles devraient pouvoir être leurs attentes par rapport à cette kermesse de l'archidiocèse. Il faut préciser que la kermesse de l'archidiocèse, le coordonnateur qui est nommé, rend directement compte à l'archevêque. Donc il ne passe pas par des curés, il a juste un superviseur qui est l'économe diocésain et puis le vicaire général. Mais il rend directement compte à l'archevêque. Il lui donne en tout cas ce qu'il veut, comment il veut organiser la kermesse et l'archevêque lui donne les orientations qu'il attend de cette kermesse. En termes de perspective, en tout cas, nous avons des propositions de lieux de délocalisation, mais ce qui doit être apporté à la kermesse, c'est-à-dire comment la kermesse doit être organisée, je pense qu'il y a encore une réflexion à avoir. Alors, vivement qu'on organise à Saint-Pierre une kermesse, ça vous pourrez nous faire bénéficier de votre expérience. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience, encore une fois, dans la marche pèlerine de la compagnie? Parce que nous avons vu que vous avez partagé également ces moments forts au pied de Maman Marie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cela? La marche pèlerinage, bon,
quand on parle de marche pèlerinage, Saint-Pierre, ça nous ramène à des années où on était très jeunes. Et je le salue au passage, Lucia Adandé, Greg Correa, voilà, on continuait à... J'avais un peu suspendu ma participation à la marche parce que j'étais dans la commission de liturgie du pèlerinage de Popenguine, et donc il fallait aller quelques jours avant. Mais depuis l'année dernière, je me suis retiré parce que bon, il faut quand même, quand vous avez donné et partagé une expérience, il faut laisser la place à d'autres. La marche pèlerinage, je pense que cette expérience, c'est lié au scoutisme qu'on faisait ici. Et je pense que dans la marche pèlerinage, deux paroisses sont marquées à la marche pèlerinage, c'est la paroisse de Saint-Pierre de Baobab et puis la paroisse des Martyrs de l'Ouganda. On était plus jeunes, c'était une jeunesse dynamique, mais on garde cet aspect spirituel de cette marche pèlerinage. Et c'est surtout le message que je veux lancer aux jeunes, que cette marche soit vraiment une démarche spirituelle. On ne marche pas pour le fun, parce que si on marchait pour le fun, on pourrait tous les jours se lever, aller au centre-ville, même aller à Popenguine. Mais on y va de manière spirituelle pour vraiment offrir une activité physique à la Vierge Marie. Nous avons en tout cas un rapport particulier avec la Vierge Marie, et j'ai eu la chance, de par mes voyages, de visiter plusieurs sanctuaires mariales, que ce soit en Belgique, que ce soit en France, et ça nous a en tout cas beaucoup apporté spirituellement, beaucoup notre carrière, mais également dans notre famille. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience au sein de la communauté Jeune Espérance? Aujourd'hui, une communauté très engagée dans l'Église catholique, dans l'évangélisation. Quel a été votre rôle? Quel est votre rôle au sein de cette communauté? Mon rôle, je peux dire, c'est tout simplement un serviteur. Voilà, un serviteur. Jeune Espérance, ma première rencontre avec Jeune Espérance, c'était d'ailleurs avec mon épouse, au premier week-end du couple qui avait été organisé à Touba-Piala. Donc c'est là que nous avons connu cette communauté et nous y avons passé un week-end extraordinaire. Et c'est comme ça que nous avons fait partie du groupe. C'était essentiellement des couples qui avaient cheminé et puis ensuite qui ont été intégrés à la communauté. Et ça, c'était depuis 2008. C'était depuis 2008. Et donc, depuis lors, nous sommes au sein de la communauté. Et j'ai été membre du noyau de cette communauté pendant plusieurs années et membre du conseil général. Aujourd'hui, je suis mais je continue en tout cas à apporter mon expérience au sein de cette communauté. Nous y sommes avec mon épouse, mais l'engagement, évidemment, il est individuel. Il est individuel parce que c'est quelque chose que vous ressentez au fond de vous-même. Et ça nous a appris à nous recentrer sur le Christ. À nous recentrer sur le Christ. Et surtout, prendre conscience de notre vécu de couple, de notre vécu de famille. Et quand je regarde de manière rétrospective de tout ce que nous avons vécu, de bon, de moins bon, de difficile, d'éprouvant, comment nous en sommes encore là à tenir. Et c'est pas évident. Donc c'est un combat au quotidien, parce que bon, évidemment, dans le couple, il y a beaucoup de choses qui se passent, qui peuvent se passer. Et c'est tout cela que nous apportons à la communauté et que nous apportons au-delà de la communauté les personnes en tout cas, qui essayent d'être touchées par la communauté, ou en tout cas que la communauté
facilite leur relation avec Dieu. Et comme on le dit souvent, nous sommes tout simplement des facilitateurs. Mais nous avons une expérience, nous avons une vécu qui nous permet sans doute de pouvoir, étant en couple, nous pouvons parler à d'autres couples et leur dire ce que nous avons vécu, comment nous l'avons vécu, qu'est-ce qui nous a marqué, qu'est-ce qui nous a pas marqué, comment nous étions à terre, comment nous nous sommes relevés. Et ça, un couple peut le dire à un couple. Une femme peut le dire à une femme, un homme peut le dire à un homme. Donc c'est vraiment l'évangélisation avec son semblable. Donc nous continuons à le faire, à apporter. La communauté nous apporte beaucoup parce que ne serait-ce que quand vous êtes à la prière, être avec des frères et des sœurs, votre épouse elle est là, mais c'est votre sœur en Christ, être avec des frères d'âge différents parce que ça va de 12 à 70 ans. Voilà, sur tous les âges, parfois vous avez des époux qui sont ensemble, des pères et des mères qui sont ensemble, des sœurs et des frères, voilà, qui sont ensemble. Et tout cela, on regarde que de frères et sœurs en Christ. La relation même de la famille, à la famille ou à la maison, finalement est reléguée au second plan. Et tout cela vous remplit de joie, surtout quand vous avez passé une journée, la journée du mardi, vous avez parfois passé une journée éprouvante, une semaine éprouvante, un mois éprouvant. Quand vous arrivez à la communauté, là, rien que la prière, en tout cas, vous réconforte. Il y a un effet psychologique. Voilà. Et parfois, moi, du point de vue médical, quand on est en groupe, on fait une thérapie de groupe. Voilà, c'est tout simplement ça. Mais cette thérapie de groupe est centrée sur le Christ. Nous rendons grâce à Dieu pour cette communauté qui fait beaucoup de bien pour les hommes, pour les femmes au travers des différentes activités. Et nous prions que le Seigneur continue de vous disposer pour que vous soyez encore et encore ses facilitateurs. Alors, votre femme est la présidente de la CEB Divine Miséricorde de Mermoz. Elle est également responsable de la commission culturelle à la fête patronale. En tant que son époux, comment est-ce que vous l'accompagnez dans ces différentes responsabilités? Je m'efface. Je m'efface. Elle est très dynamique au sein de la... C'est une personne qui va à 100 à l'heure. Voilà, elle est très spontanée. Elle est responsable, elle est présidente de la CEB Divine Miséricorde. Et en tout cas, les membres de la communauté seront d'accord avec moi depuis qu'elle est présidente de la communauté, en tout cas la CEB, vit en tout cas une nouvelle dynamique. Parce qu'il faut mobiliser nos catholiques des quartiers. Parfois, ils sont difficilement mobilisables. Très difficilement mobilisables. Et les mobiliser déjà parce que au sein du quartier, nous sommes avec d'autres communautés. Et c'est en ayant une organisation forte que nous pesons sur les orientations qui sont faites au sein du quartier, parce que ce quartier dépend également d'une mairie. Et donc, c'est comme cela que nous pouvons être écoutés au sein des mairies et pris en compte dans les différentes politiques communales. Sinon, on nous oublie. Sinon, on nous oublie. Et c'est ce qu'on est quand même arrivé à faire avec la CEB Divine Miséricorde, c'est marquer notre présence dans le quartier. Et aujourd'hui, au sein du conseil de quartier, où je suis d'ailleurs secrétaire général, rien ne se fait sans prendre l'avis, en tout cas, sans impliquer la CEB. Au niveau de la mairie, même aux Sacré-Cœur, rien ne se fait pour le quartier sans prendre l'avis de la CEB. Donc, il faut cette présence et ça, c'est un travail qui a été fait. La CEB n'est pas seulement là pour faire des chapelets le soir, et ça, ce n'est pas attractif pour les jeunes, il faut le dire. Il faut voir quelles sont les activités qui peuvent, en tout cas, permettre aux jeunes d'adhérer, organiser des petites rencontres, des petites
moments de discussion autour d'un repas, parce que c'est ça qui les attire. Mais en tout cas, il faut que les jeunes prennent leur place au sein des cérémonies. Ce n'est pas une affaire des mamans, même les papas, on ne les voit pas, parce que quand vous allez dans les rencontres, vous allez surtout voir les dames. Donc ce n'est pas une affaire de mamans, c'est une affaire de tout le monde. Les hommes ont leur place, les jeunes ont leur place. Elle est également présidente de la commission culturelle de la paroisse. Nous sommes en fait entre Saint-Pierre, le dimanche, nous allons à la messe dominicale à la cathédrale. Donc nous sommes également anciens de la cathédrale. Mais elle est très impliquée dans tout ce qui se fait à la paroisse. Moi, beaucoup moins. Je pense qu'elle fait le travail. Mais chaque fois que notre présence doit se faire, nous sommes présents à côté d'elle pour l'accompagner aussi dans le travail qu'elle fait au sein de la paroisse. Merci pour cela. Alors, quel est votre plus grand souhait pour notre paroisse Saint-Pierre-des-Baobabs, pour l'Église catholique du Sénégal? Pour Saint-Pierre, moi j'ai grandi ici. Hein. L'église, elle était dans l'amphi du collège Sacré-Cœur, ensuite il y avait l'ancienne église, donc on a connu, et quand chaque fois que je vois Père, il est à Saint-Joseph, Alejandro, qui m'avait connu très jeune, il a gardé toujours le souvenir de moi, de mes parents. C'est une paroisse qui a grandi et qui continue à grandir. Et je connais d'autres paroisses, je connais les martyrs parce que nous avons habité à Dieuppeul, donc on était à un certain moment paroissiens des martyrs, que je fréquente encore. J'ai une très bonne relation avec le père Dominique Basse. Mais c'est que les paroissiens continuent à être proches de leur paroisse. Vraiment, que les paroissiens continuent à être proches de leur paroisse. Ils sont proches, mais il faut que, en tout cas, continuer à être proches de leur paroisse. Et souvent, parfois, que les activités ne tournent pas seulement autour des rencontres festives. Il faut voir qu'est-ce qui peut être apporté en termes d'entrepreneuriat, parce que quand on parle de l'emploi des jeunes, c'est général. Ce n'est pas le jeune catholique, ce n'est pas le jeune musulman, c'est tous les jeunes. Et nos jeunes également sont fortement impactés par l'absence d'activité. Donc c'est voir quelles sont les activités génératrices de revenus, des activités entrepreneuriales qui puissent quand même permettre de pouvoir impacter les jeunes, ou bien les femmes, ou bien... Mais souvent, ce qu'on voit, c'est surtout, on est proche de la paroisse parce qu'il y a des activités, festives, il y a la fête patronale, il y a je sais pas moi, une fête de la CEB, etc. C'est bien, mais il faut qu'il y ait quand même autre chose. Il faut qu'il y ait autre chose. Pour notre église, c'est voilà, rester proche de notre église. On nous dit on est 5%. Mais moi je suis convaincu que c'est 5%, c'est comme si on était 80%. On continue à faire entendre nos voix partout où on est. Là où je suis le seul enseignant-chercheur catholique. Mais quand je parle, voilà, on écoute. Et cela ne représente pas en tout cas, de problème avec mes autres collègues, parce qu'on se voit tous comme des Sénégalais. Des Sénégalais qui veulent construire quelque chose, pour leur pays. Et chaque citoyen, qu'il soit catholique, qu'il soit musulman ou autre, il a sa place dans cette construction de l'Église. Qu'on évite des langages qui peuvent apporter la désunion dans les communautés. Donc tout type de langage. Et malheureusement, aujourd'hui, le discours politique est un discours qui impacte négativement sur, en tout cas, les relations que nous avons au sein des communautés. Pourtant, moi, dans mon nom, il y a Thierry Tamsir. Donc j'ai une partie de ma famille qui est musulmane.
mais c'est là, ma grand-mère paternelle, elle est musulmane, mais au contraire, nous avons toujours gardé ce lien extrêmement fort avec nos parents, en tout cas, de la communauté musulmane. Alors nous sommes arrivés au terme de notre émission. Est-ce que vous voulez nous laisser un dernier mot pour la clôture? Juste dire merci de m'avoir choisi pour partager ce que j'ai. Merci à toute la paroisse. Merci à tous nos guides religieux, je pense au Père Bernard. J'ai une pensée spéciale à l'endroit du Père Victor qui nous a quittés il n'y a pas longtemps et qui avait commencé un travail extraordinaire au sein de la paroisse. Saluer tous les prêtres de la paroisse, la communauté du Saint-Sacrement, mais également tous nos guides. Nous connaissons beaucoup de prêtres, tout cela, nous les portons en prière parce que être devant, c'est pas facile. C'est pas facile. Et donc tous nos guides religieux, l'archevêque, tous les évêques du Sénégal, nous les assurons de nos prières. Dire simplement merci. Merci à Jésus, merci à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. On chante souvent, on chante dans la communauté, il y a la descente qui là, on a fait tout ce qui, voilà. Le mieux de rien, on ne peut pas dire merci. Merci beaucoup. Merci. Chers internautes, M. Nessam Thierry nous laisse un message fort. Nous engager autour de notre Église, pas seulement pour des activités festives, mais pour réfléchir à comment intégrer, accompagner les jeunes dans leur vie de tous les jours. En attendant le prochain numéro, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager notre émission. Nous espérons qu'elle vous a plu. Nous vous remercions également pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro.